cela, nous allons essayer de présenter un peu trop rapidement ce coffret. Donc, un coffret qu'on a réalisé à l'occasion de nos 50 ans, notre anniversaire de 50 ans de CGE, et un coffret tout à fait dans la ligne des objectifs que nous poursuivons, c'est-à-dire pour comprendre et agir pour plus d'égalité à l'école. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffret? Il y a 12 chapitres actuellement. Il devrait y en avoir bientôt 14. Actuellement, il y en a 12. Les deux autres vont arriver et seront disponibles de manière électronique, on va dire. Il n'y aura pas de format papier. Et pour chacun de ces chapitres, il y a 4 outils. Alors, je ne vais pas détailler les 12 chapitres maintenant parce que je vais le faire tout à l'heure. Mais vous voyez, donc, il y a une série de chapitres, on va dire, politiques. Ce sont tous les A, 1, 2, 3, 4, des chapitres que nous considérons comme des facteurs politiques de renforcement des inégalités à l'école. Et puis, vous voyez tous les B, qui sont ce qu'on estime être des facteurs pédagogiques de renforcement des inégalités. Donc, je détaillerai tout ça tout à l'heure. Et alors, pour chaque chapitre, il y a d'abord une intro en une page qui se trouve en format papier dans le coffret et qui se trouve évidemment en format électronique aussi. Ensuite, un diaporama qui était enregistré en situation réelle, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai loué un auditoire plein pendant un semestre pour enregistrer ces différents chapitres. Et donc, il y a 12 diapos avec à la fois des images, c'est principalement les concepts qui sont développés, et un discours qui est le discours que je tiens aux étudiants qui sont tous des étudiants de Bac 3. Donc, 12 diapos pour les 12 chapitres. Ensuite, nous avons une série de ressources extrêmement diverses et nombreuses, des articles, des vidéos, des dessins, des articles de grande presse, des articles de revues spécialisées, des extraits d'ouvrages, etc. Et j'en profite ici pour saluer le travail d'Amina, puisque Amina est présente dans ce webinaire. C'est elle qui s'est tapé ce boulot invraisemblable, énorme, de recherche de ressources, d'une vingtaine ou d'une trentaine de ressources pour chaque chapitre. Et enfin, il y a des pistes pédagogiques pour proposer de comment faire en auditoire ou en classe avec de futurs enseignants, comment faire pour travailler ces capsules, travailler ces 12 chapitres avec des étudiants, futurs enseignants ou en formation continuée, donc des pistes pédagogiques pour aider à l'utilisation du coffret. Nous allons essayer de voir un peu tout ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par la mise en situation de la capsule A0, parce qu'on pourrait dire, mais enfin, pourquoi faire un coffret sur les inégalités à l'école, étant bien sûr qu'il y a tant d'inégalités à l'école dans notre système scolaire? Je crains malheureusement que oui, et on va faire un petit exercice pour vous mettre au boulot là, mais pour ça, on va devoir basculer, et donc Sandrine et moi avons décidé de vivre dangereusement, et on va comme ça basculer d'un ordi à l'autre pour essayer de cumuler différentes applications, puisque on a intérêt à s'entraîner à travailler par Zoom. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un entraînement supplémentaire. Je vais donc fermer et voilà. Et c'est Sandrine qui va afficher la suite. Salut Michel. Donc, évidemment, au moment où on veut le faire, voilà. Et donc, l'idée est de vous rendre acteur de ce petit moment. Et donc, on vous invite à vous connecter sur WooClap
.com avec la sage capsule. Le plus facile, c'est de vous saisir de votre smartphone et de scanner le petit QR code qui est à gauche de votre écran et vous devriez vous connecter sur sur le site WooClap sur lequel se trouve le petit questionnaire qu'on vous propose de passer. Nous avions 45 participants dans la réunion Zoom au moment où j'ai lancé et nous avons 14 personnes qui sont connectées, 15, 16, 17. Sandrine, et quand on n'a pas de smartphone sous la main? Alors on coupe son écran, on reprend un autre onglet de son et on va sur le site wooclap.com. Enfin, on copie-colle le. Ouais. Et si on écoute comme ça, Si on n'écoute pas, alors on ne peut pas répondre, on ne peut pas jouer avec, mais c'est pas grave. On peut regarder. Ça va. On peut être observateur. Ça m'ira alors. Voilà. Sandrine? Oui. Et une fois qu'on a fait la photo, qu'est-ce qu'on fait? Je suis bête, mais. C'est pas la photo, c'est scanner qu'il faut faire. Ah. Alors ça, scanner, ah oui. Alors il faut aller dans les. Enfin, ça dépend sur quoi on fonctionne. Moi, je sais fonctionner sur Android, donc aller dans la petite partie d'écran qui scrolle toute seule en haut de son téléphone et en bas, parmi les options brancher le Wi-Fi, base, les lampes de poche, etc. Il y a une petite option scanner qu'on peut utiliser. Sinon, je peux juste dire avec un iPhone, ça marche avec l'appareil photo. Donc, il suffit de mettre l'appareil photo sur le petit code barre et puis on est sur WooClap directement. Enfin, il est écrit ouvrir dans Safari, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien sur WooClap pour l'instant. Non, là, j'ai pas encore commencé à diffuser les questions. Ça va, parfait. Okay. Voilà, j'ai 45 inscrits, donc je vais considérer que on est bon. Et on y va. Et on vous pose la première question. À toi, Jacques. Et voilà, quel est le pourcentage d'élèves en retard en 5e secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles? À vous de voter. Allez-y, votez. À votre avis, c'est 31, 41, 51, 61 ou 71% d'élèves en retard? De 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et une fois que vous avez répondu, n'oubliez pas de valider. Ça ne marche pas. Là, il y a 32 personnes qui ont voté sur les 45. Donc, on peut déjà voir ce que ça donne et puis on passera à la question suivante pour ne pas trop traîner. D'accord. Donc, ce que les gens ont voté, une personne… Voilà, la majorité dit 51%. Et il y en a un quart qui dit 61%. C'est ce quart-là qui a raison. C'est 61% d'élèves en retard en 5e secondaire. C'est en 5e qu'il y a le plus d'élèves en retard, puisque en 5e, il y en a qui abandonnent. Donc, du coup, en 6e, il y en a un petit peu moins qui sont en retard. Les 61%, c'est quand même pas mal, évidemment. 61% d'élèves qui ont doublé au moins une fois. Ah, je suis passé. À propos de redoublement, voici donc la question suivante. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on redouble combien de fois plus que la moyenne des autres pays de l'OCDE? Est-ce qu'il y a 1,5 fois plus de redoublement en communauté française, 2 fois plus, 2,5 fois, 3 fois, 4 fois? Allez-y, votez. Voilà, il y en a 31 qui ont voté. On peut considérer qu'on peut y aller. Alors, vous voyez les résultats. Et c'est donc bien la 4e réponse qui est la bonne, puisqu'il y a à peu près 4 fois plus de redoublement que la moyenne. La moyenne de l'OCDE à 15 ans, ce sont des statistiques PISA, à 15 ans, 12% en moyenne pour tous les pays de l'OCDE, 12% des élèves ont redoublé, tandis qu'en communauté française, on est à 46%. Ce n'est pas tout à fait 4 fois, mais enfin, c'est presque 4 fois.
Et donc, c'est quand même énorme, 46% de redoublement à 15 ans par rapport à 12% pour la moyenne, c'est bien la moyenne. Il y a évidemment des pays où il n'y a que 2 ou 3% d'élèves en retard à 15 ans. Voilà, on passe à la question suivante. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Voilà, quelle est la place de la Fondation Bruxelles dans le classement par pays pour la lecture, pour l'efficacité de la lecture? C'est une enquête Pearl, ce n'est pas la dernière qui était sur les sciences et les maths, là, qui vient de sortir il y a 2-3 jours. C'est celle sur la lecture, donc qui est sortie il y a, je ne sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans. Voilà, allez-y voter, il y en a 23 qui ont voté. Et donc, les résultats pour 32. Voilà. Et la bonne réponse? La bonne réponse, c'est dernier. Nous sommes les derniers en efficacité de lecture en 4e primaire sur les 30 pays testés au sein de l'OCDE. C'est sans doute la statistique la plus affligeante, la plus attristante. Alors, quel est le pourcentage de réussite des garçons en bac 1 en supérieur de type court? En supérieur de type court, allez-y, votez. Voilà, on peut y aller. Oui. Voilà, alors 29% de réussite, 39, 49, 59, et bien là, tout le monde, enfin la majorité a la bonne réponse. C'est bien 29% de réussite pour les garçons en premier bac. Tu dis 29? Ah, pardon, 39%. 39%, oui, c'est à peu près un étudiant sur 3. Oui, pardon. Et... Voilà. Alors, ah oui, on arrive sur des questions d'inégalité. La question est un peu difficile. Quel est le facteur multiplicatif entre l'orientation dans le secondaire général pour les 10% des jeunes de 15 ans les plus riches? Mais c'est l'indicateur calculé par PISA, ce n'est pas seulement riche, c'est aussi diplôme, etc., etc. Donc, si on prend les 10% des jeunes les plus pauvres, entre guillemets, de 15 ans et les 10% les plus riches, quel rapport y a-t-il entre les deux pour ce qui est du maintien dans le secondaire général? Voilà, donc autrement dit, dans les 10% les plus pauvres, il y en a combien qui sont encore dans le général, et pour les 10% les plus riches, combien aussi? Et quel est le rapport entre les deux? C'est ça l'idée, le rapport entre les deux. Vous pouvez voter. Voilà, j'accélère un peu la cadence. Vas-y, Sandrine. OK. Voilà. Alors, il y en a qui disent 3 fois, et c'est bien 9 fois. Donc, il y a 9 fois plus. On a 9 fois plus de chances de rester dans le secondaire général si on est dans les 10% les plus riches que si on est dans les 10% les plus pauvres. C'est un des graphiques qui est assez impressionnant sur les inégalités. Oui, alors, dernière question. Bon, on voit un petit peu la différence entre filles et garçons là maintenant. Quel pourcentage de filles en bac 1 sciences de la santé? Votez maintenant. 32, 42, 52, 62, 72. Voilà, on peut voir les résultats. Voilà, la majorité dit 72%, c'est 62%. Donc, il y a 62% de filles en bac 1 sciences de la santé. Donc, elles sont assez bien plus nombreuses que les garçons. Et alors, ce qui est intéressant, mais je n'ai pas les statistiques ici, évidemment, c'est le plafond de verre qui existe dans le domaine. S'il y a plus de filles dans les postes à responsabilité, il y en a moins.
Voilà, alors la dernière petite stat là, et puis on passera. Tu veux, d'accord, parce que tu avais dit que c'était. Dernière question. Oui. Voilà, résultat. Alors, il s'agit de 20%. Là, l'inégalité est nettement plus criante. 20% de filles, 80% de garçons en ingénieur. Voilà. On va sortir, on va rebasculer. Oui. Je te rends la main. Oui, merci. Je reviens sur mon diapo si j'y arrive. Voilà, et donc ça c'est la capsule A0, qui est une capsule qui est la plus ennuyeuse de toutes, évidemment. C'est la capsule qui reprend toutes les statistiques et qui démontre à la fois les résultats assez mauvais de notre système scolaire, mais surtout les grandes inégalités qu'il y a, et principalement des inégalités qui sont basées sur l'origine socio-économico-culturelle des familles. Mais également aussi des inégalités de genre. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais reprendre ce que. Est-ce qu'on voit tout là comme ça, oui? Est-ce qu'on voit bien l'entièreté de la dia? Parce que donc. Oui. Oui. Voilà. Donc, ce sur quoi ce coffret voudrait insister, c'est sur le caractère systémique des facteurs d'aggravation, des facteurs de renforcement des inégalités. S'il n'y avait qu'un seul facteur, s'il n'y avait qu'une seule cause à ça, et souvent certains acteurs vont dans ce sens-là de ne mettre qu'une seule cause en avant sur nos mauvais résultats. Or, on veut vraiment insister ici sur l'idée que c'est systémique. Alors, je vais devoir passer cette dia assez complexe et complète un peu trop rapidement, mais c'est la dia qui reprend, si vous voulez, l'ensemble des chapitres du coffret. Alors, nous avons donc du côté gauche, là, en bleu, des facteurs politiques, en vert turquoise à droite, des facteurs pédagogiques, et en rose en dessous des facteurs sociaux. Alors, dans les facteurs pédagogiques, il y a évidemment d'abord, bien sûr, d'abord la façon dont notre système est organisé depuis 1831, à savoir la liberté des pouvoirs organisateurs, c'est-à-dire la liberté de l'offre éducative, et la liberté des parents d'inscrire leur enfant dans l'école qu'ils choisissent. Et donc, on a une liberté de l'offre éducative, une liberté de la demande éducative, qui organise notre système d'enseignement en quasi-marché. Ça, c'est la première caractéristique politique. La deuxième, sur laquelle nous voulons insister dans le coffret, c'est sur les fonctions de l'école, c'est-à-dire à quoi l'école sert-elle, quelle est la fonction principale. Et on va voir que selon les écoles, justement, à cause principalement du marché scolaire, selon les écoles, telle ou telle école n'accorderont pas la même importance à telle ou telle fonction. D'éduquer ou d'instruire ou de socialiser, etc. Toujours par rapport aux politiques, facteurs politiques, l'école souffre d'une série d'injonctions paradoxales. Je ne vais évidemment pas les reprendre ici, c'est l'objet d'un des chapitres, mais je vais prendre le plus facile, c'est qu'on attend de l'école à la fois qu'elle fasse réussir tous les enfants, qu'elle fasse apprendre tous les enfants, mais en même temps, on demande à l'école de sélectionner, et pour sélectionner, il faut créer des échecs. Donc, on ne peut pas en même temps faire réussir et créer des échecs. Et pourtant, c'est ce qu'on demande à l'école. Alors, enfin, dans les facteurs politiques toujours, c'est comment se construisent les croyances pédagogiques, d'où viennent les croyances pédagogiques. Alors, nous estimons, vous voyez le sens des flèches, que les croyances pédagogiques des enseignants dans la classe sont influencées par tout ce qui est au-dessus. Alors, quasi-marché et fonction d'école font que le système s'organise d'une certaine manière. Cette organisation et les injonctions paradoxales entraînent des cultures d'évaluation et d'orientation qui peuvent varier, bien sûr, mais enfin, il y en a des dominantes et des marginales.
mais on va retrouver le même type de culture d'évaluation et d'orientation dans les écoles, et on va retrouver le même type de culture pédagogique, avec l'idée que ces cultures d'évaluation et ces cultures pédagogiques dépendent bien sûr des facteurs politiques qui sont sur la gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne comme fonction à l'école, ou qu'est-ce qu'on donne comme mission à l'école. Si vous voulez, il y a un décret mission, c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les injonctions paradoxales qui pèsent sur l'école et qui entraînent donc une série de conséquences. Alors, si on va du côté des facteurs pédagogiques, à CG, on veut mettre beaucoup l'accent sur les rapports au savoir. Le rapport au savoir de l'école est un rapport au savoir particulier, et le rapport au savoir des familles de milieux populaires vient se heurter à ce rapport au savoir, et les enseignants ne tiennent pas suffisamment conscients du fait qu'il y a une des causes de discrimination. La langue des apprentissages énorme, on est en train de se battre beaucoup et on est en train de terminer ce combat en le gagnant à moitié et en le perdant à moitié, d'insister sur la langue des apprentissages dès la maternelle. On se bat là-dessus dans les référentiels pour le moment, de mettre vraiment l'accent sur la langue des apprentissages, et ça reste insuffisant. Et bien sûr, ces rapports au savoir entraînent aussi un certain nombre de malentendus cognitifs. Tout ça constitue pas mal d'objets de recherche, dans la recherche scientifique en sciences d'éducation, tout ça constitue des objets de recherche. Alors, les rapports au savoir ont évidemment un rapport avec la langue des apprentissages et entraînent les malentendus cognitifs. Il y a également pour nous aussi important la domination symbolique et les conflits de loyauté dans la classe. Le gosse qui arrive de milieux populaires ne se sent pas à sa place à l'école, ne se sent pas nécessairement, enfin, sauf si on lui fait la place, mais sinon il ne se sent pas vraiment chez lui, il sent un décalage et il ressent une certaine forme de domination symbolique, avec parfois des conflits de loyauté qui sont entraînés par ça. Il y a également un chapitre consacré à cette partie-là. Alors, côté social, évidemment, il y a l'augmentation de la grande pauvreté depuis une vingtaine d'années et les conditions de vie et de socialisation qui deviennent de plus en plus défavorables à l'apprentissage scolaire. Alors, si on met tout ça ensemble, ça entraîne un certain nombre de choses. Il y a aussi les rapports de genre qui sont préjudiciables aux apprentissages dans un certain nombre de cas, de nouveau, si on n'y prend pas garde. Et c'est donc bien tout ça qui fait qu'il y a une perte de sens et de légitimité dans la classe et que l'ensemble de ces facteurs entraînent les échecs et la relégation des enfants de milieu populaire. Voilà pour nous la machine, très vite dit, trop vite dit, la machine, c'est-à-dire tous les facteurs qui interagissent entre eux, les uns se renforçant mutuellement, tous les facteurs qui interagissent entre eux pour causer l'échec et la relégation des enfants de milieu populaire. Alors, pour les différents chapitres, les différentes capsules, qu'est-ce que ça donne? On a d'abord une capsule A0 avec les statistiques, on vient d'en parler. Puis on a une capsule B0 qui sont les explications sociologiques des influences de classe sociale. En quoi est-ce que c'est une question de classe sociale, la réussite à l'école? Facteurs politiques, il y a une capsule sur les fonctions de l'école, instruire, éduquer, socialiser, sélectionner. On pourrait dire on pourrait définir 4 grands types d'écoles selon la fonction qu'on met en avant. Je crois que notre école aujourd'hui, majoritairement, est une école dont la fonction principale est la sélection, avant l'instruction, l'éducation et la socialisation. Capsule 2, c'est la régulation sauvage de l'école par le quasi-marché. Il n'y a pas de pilote dans l'école. Plus on travaille et plus on collabore là, dans le cadre du pacte, et plus moi, personnellement, je me rends compte atterré du faible pouvoir du pouvoir politique. La ministre de l'Enseignement, pour moi, me semble-t-il, est sans doute une des personnes qui a le moins de pouvoir sur le système scolaire en comparaison des autres grands acteurs institutionnels que sont les réseaux, les syndicats, les parents, etc. Capsule 4, mission et attentes contradictoires vis-à-vis de l'école, mais là, on est dans les injonctions paradoxales sur ce que doivent faire les enseignants. Et la capsule 4, dans les facteurs politiques, c'est comment est-ce qu'on se représente son travail, comment est-ce que les enseignants se représentent leur travail avec l'organisation du système tel qu'il existe, c'est-à-dire comment se construisent les croyances pédagogiques. Comment est-ce qu'on croit que le redoublement, c'est bien et c'est bon, ou bien qu'on ne le croit pas? Comment tout ça se construit? On dit trop souvent que les enseignants sont rétifs au changement, qui sont résistants au changement. Ils ne sont pas résistants au changement, ils ont les représentations qui correspondent au système dans lequel ils vivent. Mais donc, ça, c'est l'objet de la capsule 4. Alors, on arrive aux facteurs pédagogiques. Donc, il y a une capsule B1
sur le pilotage dans la classe, c'est les pertes de sens et d'autorité de la classe. La B2, c'est la domination symbolique et le conflit de loyauté, les injustices qui sont faites aux pauvres, la difficulté pour les pauvres, entre guillemets, hein, donc c'est un peu trop vite dit les pauvres, la difficulté pour eux de trouver leur place dans la classe. La double inégalité paradoxale entre filles et garçons, avec ce que ça entraîne en termes d'apprentissage. La langue des apprentissages et les inégalités scolaires. Les rapports au savoir et les inégalités scolaires. Et enfin, le sens des activités et les inégalités scolaires, ce sont les malentendus discriminants. Voilà, toutes ces capsules-là existent et les autres, celles qui concernent les facteurs sociaux, sont en cours de production. Elles sont produites non pas par CGE, mais par la coalition des parents de milieux populaires et des organisations qui les représentent. Et cela va arriver bientôt. Alors maintenant, prenons une autre capsule. C'est la capsule A2. C'est sur la régulation sauvage de l'école par le quasi-marché. Alors, on vous a dit donc pour chaque chapitre, il y a un diapo. Hein. Vous avez ici la première page du diapo. Et vous avez une mise en situation et on va vivre la mise en situation. Alors, cette mise en situation, je vais de nouveau basculer vers Sandrine qui va vous passer un tout petit film de 3-4 minutes qui est une intervention de l'échevin de l'instruction de Scarbeck, qui s'intitule Bravo Scarbeck. Alors nous, à CG, on trouve cette petite publicité à la fois merveilleuse et scandaleuse. Et donc, on vous demande de voir en quoi vous trouvez-vous, en quoi cette petite capsule de l'échevin est pour vous merveilleuse et scandaleuse à la fois. Voilà, j'arrête et on bascule vers Sandrine. Je profite de ce que j'ai la parole pour répondre à des questions qui apparaissent dans la conversation, de savoir si on aura les documents, le PowerPoint, etc. L'objectif de cette soirée, soyons clairs, c'est quand même de faire un petit peu de pub. Donc, tous les documents qui sont là, ils sont dans le coffret. Et le coffret est en vente à CGE au prix modique de 20 €. On vous l'envoie dès qu'il y a une commande. Et pour ce qui est d'enregistrer la séance, oui, on enregistre et ce sera en ligne, mais on ne renverra pas un newsletter, etc. Mais on ne va pas renvoyer spécifiquement aux personnes qui ont participé d'informations par rapport à ça. Voilà. Je repasse. Non, je passe d'abord ici pour trouver le bon écran. Place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Cette institutrice est prête à accueillir ses élèves de 6e primaire, dont Lyoka, très enthousiaste. Elle est beaucoup plus belle que mon ancienne école. Sandrine, tu m'entends? Oui. C'est pas ça du tout, hein? Ça a l'air chouette. Ah. Aujourd'hui, les familles sont invitées à visiter. Et si les enfants ont... Ah, pardon. Peut-être que si je sais pas, c'est sur la nouvelle école? Oui. Ah, pardon, alors, pardon. Désolé, vas-y. C'est ça qui est en lien sur la capsule. Enfin, moi, j'ai pas trouvé autre chose. Ok, d'accord. Pardon. Adopter les lieux, il faut encore rassurer certains parents. Ils sont toujours très anxieux, ou en tout cas le montrent plus, et c'est la liste, que faut-il apporter? Puis ici, c'est vrai que dans cette école-ci, comme on vient seulement d'ouvrir l'école, etc., il y a encore des choses qu'on doit savoir, etc., et donc ils auront la liste la semaine prochaine, mais franchement, on est à notre aise et il n'y a pas de problème. Cette école fondamentale est flambant neuve, le bâtiment pensé pour le bien-être des petits. Il y a une salle de psychomotricité, des couloirs bien larges, et surtout, tout est apaisant. Notamment le bois très présent. Ça donne assez confiance, et ce qui donne confiance, je pense, c'est le projet de l'école, avec le suivi des enfants pour voir si la pédagogie alternative s'adapte bien aux enfants. Une pédagogie Montessori basée sur les besoins de l'enfant. Oubliez les madame, monsieur et les cours magistraux de l'enseignement traditionnel. Ces pédagogies actives sont réclamées par de plus en plus de parents. Aujourd'hui, le maître mot en matière d'enseignement, c'est la diversité. Et on a effectivement une génération de Bruxellois, de Scarbecquois qui demandent des écoles qui sont centrées sur leur enfant, sur le respect de l'autonomie, sur le respect du rythme. Je vous informe d'ailleurs que nous travaillons d'ores et déjà sur l'établissement d'une école secondaire à pédagogie active. Une offre qui a un coût pour les pouvoirs publics, 3 millions d'euros rien que pour cette école neuve, mais la variété et la qualité de l'offre d'enseignement sont désormais des exigences manifestes de la population.
voilà, ça correspond à ce que tu attendais, Jacques? Non, ça a été modifié entre-temps. Ah. Donc, à mon avis, la capsule, parce que la première capsule, l'école n'était pas finie. Mais c'est rien, l'essentiel est là. Donc, l'essentiel est là quand même. D'accord. Donc, ce qu'on vous invite à faire maintenant, c'est on va vous envoyer en sous-groupe complètement aléatoire. Et vous prenez le temps à 4 ou 5 de discuter de ce qui vous paraît, vous, merveilleux ou inquiétant ou choquant dans ce petit extrait. Pas nécessairement ou, hein, ça peut être et, c'est merveilleux et scandaleux. Et ou, moi c'était un ou inclusif. Ouais. Et donc, au retour, évidemment, on ne prendra pas le temps d'écouter chaque sous-groupe parce que ça ne va pas être possible, mais on vous invitera à mettre vos réactions dans le chat pour garder quand même une trace et à prendre la parole si vous avez vraiment envie de dire quelque chose. Ce sera avec plaisir d'entendre quand même quelques réactions. Voilà, ben on peut y aller. Hein. Oui. Et donc, on a reçu un message d'Elisabeth qui dit c'est plutôt une bonne nouvelle que cette école soit terminée. Non, point d'interrogation. Alors, en effet, il y a encore un message de quelqu'un qui a un souci avec le lien. Donc, en effet, le petit spot qu'on vient de voir n'est pas celui qu'on a mis initialement, il a évolué. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours le même message. L'essentiel y est dit, quoi. Hein. Et donc, en effet, maintenant, l'école est finie. Au moment où on avait saisi le petit spot, elle était toujours en projet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux et de scandaleux pour nous? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à ce propos? Est-ce qu'il y a un groupe qui veut faire état de cette discussion? Allez-y sauvagement. Oui. Vous levez la main, je le verrai sans doute. Sinon, je vais désigner un volontaire. Vas-y, Nada. Tu vas résumer ça comme un chef, non? Sinon. Anne. Oui. Anne Naudin, oui, vas-y. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Bonjour. On entend? Non. Oui. Oui. Oui, c'est oui. Bon. Ben voilà, nous, dans notre sous-groupe, on s'est dit que cette école, elle est merveilleuse dans ce qu'elle présente comme architecture, dans son environnement spatial, le choix des matériaux, les couleurs et la possibilité, ça donne en tout cas la possibilité de se sentir bien au niveau de la santé mentale, je pense. Mais c'est vrai que si on propose cette école comme étant une école de proximité et multiculturelle, on trouve bizarre quand même de ne filmer qu'un public assez homogène. On voit quand même des parents qui ont l'air en tout cas d'avoir le même, en tout cas, hein, le même niveau socio-culturel, socio-économique, avec des enfants blonds aux yeux bleus, adorables, mais à peu près tous les mêmes. Et bon, là, on se pose un peu des questions. Nous, on était un peu interpellés aussi par le fait que la liste de matériel, ça a l'air d'être terrible, c'est important, c'est ce qui compte en premier lieu. Bon, voilà, alors que si on veut que l'école soit accessible aux plus petits, l'école doit être gratuite en maternelle et en primaire, sinon c'est un peu compliqué. On se posait la question l'échevin à un moment donné qui dit, ben voilà, les parents demandent ce genre de choses. Je ne sais pas trop, est-ce que c'est aux parents? Je ne sais pas. Enfin, ils ont des choses à demander, mais voilà, c'était présenté un peu bizarrement. Ok. Voilà. Merci. Et donc, en effet, pour reprendre ce qui avait été dit tout à l'heure par Elisabeth Henry, oui, c'est une bonne nouvelle, c'est merveilleux pour les parents qui ont choisi d'aller dans cette école-là. Et donc, bien sûr, si on regarde l'intérêt des familles qui vont dans cette école et l'intérêt de l'échevin, c'est merveilleux. Mais si on change d'échelle, si on passe à une échelle plus grande et qu'on va voir les autres écoles de Schaerbeek dans le bas de Schaerbeek et qu'on compare les bâtiments de ces écoles dans le bas de Schaerbeek avec la population qui fréquente les écoles du bas,
et puis l'architecture et l'environnement et la pédagogie du haut de Scarbeck, avec la population qui va dans cette école, alors là, ça devient proprement scandaleux, ça n'est plus merveilleux du tout. Ce qui est merveilleux, c'est aussi comment dire, la naïveté et l'enthousiasme de cet échevin, parce qu'il est très content de faire ce qu'il fait, il trouve ça super, il est enthousiaste et ça fait plaisir de voir un échevin enthousiaste, mais en même temps, il est d'une naïveté incroyable. Il est la personnification de ce que c'est que le marché scolaire ou le quasi-marché scolaire en Belgique. On va rebasculer, Sandrine, s'il te plaît. C'est toi qui rebascule. C'est moi qui dois, oui, je suis bête. C'est ton PowerPoint, là. C'est moi qui suis, oui. Voilà. Voilà, alors si je vous passe maintenant 2 dias de cette capsule numéro 2, y a-t-il un pilote dans l'école, hein? Et donc, on a la demande scolaire. La demande scolaire, c'est-à-dire la demande des parents, le choix des parents. Et le choix des parents dans une conjoncture qui est aujourd'hui très anxiogène, dans le sens où c'est sans doute pour la première fois depuis de nombreuses générations que la génération de parents actuels se dit que ses enfants seront moins bien qu'elle, hein. Donc, dans les générations précédentes, on gagnait chaque fois d'une génération à l'autre. La génération suivante était mieux. Moi, j'étais mieux, entre guillemets, que mes parents étaient mieux que mes grands-parents, mais aujourd'hui, les parents craignent pour la qualité de vie de leurs enfants et ce qui va leur arriver. La conjoncture est anxiogène et l'éducation étant tellement importante, le parcours scolaire étant tellement important pour l'avenir des enfants, que les parents vont développer toujours plus de stratégies parentales pour essayer d'obtenir le mieux pour leurs enfants. Ils vont donc faire pression sur le marché par leurs choix et par leurs demandes. Et dans ce cas-ci, on le voit bien évidemment à Scarbeck, un certain nombre de parents ont voulu une pédagogie Montessori dans une école qui va dans ce sens-là. Et évidemment que les stratégies des parents ne sont pas égales et que les stratégies des parents qui sont dans le haut de Scarbeck et qui en général d'ailleurs n'habitent même pas Scarbeck, hein, les inscriptions dans cette école ont été clôturées en 2 jours. Et évidemment pas par des parents, pas uniquement par des parents de Scarbeck. Et on voit en effet, le spot montrait bien quel type d'enfants et de familles arrivaient dans cette école. Et alors, l'offre scolaire, la même chose, il y a des pressions sur le marché parce que la concurrence entre les établissements et les réseaux, elle est là. Et l'échevin de Scarbeck, qu'est-ce qu'il veut? Il veut augmenter sa part de marché, il veut que les écoles communales de Scarbeck accueillent plus de monde et fassent du meilleur travail et que les parents soient plus contents. Il a envie, c'est légitime évidemment, tout à fait légitime de sa part, il est responsable de l'éducation à Scarbeck, il a envie que les parents de Scarbeck soient contents et donc il va essayer de s'adapter à la demande de tous les parents qui se trouvent sur son école, en tout cas sur sa commune, pardon, en tout cas tous les parents qui ont les moyens de se faire entendre. Et chaque PO, chaque pouvoir organisateur va donc essayer de se distinguer par rapport aux autres. Parce que si on dit, moi je fais la même école que l'école d'à côté, il n'y a personne qui va... il faut arriver à avoir des arguments qui vont attirer les parents. Donc pour ça, il faut se montrer mieux dans un domaine, il faut se montrer en tout cas différent des autres, il faut arriver à se distinguer. Et tout ça fait des pressions sur le marché à travers les choix pédagogiques, l'architecture, etc., etc. Et alors, on assiste en Belgique à quelque chose qui est le plus fort au monde. C'est en Belgique que cet ajustement est le plus fort au monde. C'est-à-dire l'ajustement entre une offre éducative extrêmement spécifique à une demande éducative extrêmement spécifique aussi. Et on arrive à avoir des niches éducatives où, comme la participante le disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est tous les mêmes, que les parents et les enfants, c'est tous les mêmes qui sont dans... En effet, ce sont tous les mêmes. On a en Belgique le plus haut taux d'homogénéité sociale dans les établissements scolaires. Et donc, ça veut dire que l'organisation chez nous, elle se fait comme ça. Autrement dit, la pédagogie et ce qu'on fait avec les enfants, ce n'est pas l'autorité publique qui le décide. L'autorité publique n'a finalement que très peu de pouvoir sur ce que les écoles vont proposer, parce que ce sont les parents qui vont arriver à obtenir, du moins les parents les plus forts, vont arriver à obtenir ce qu'ils demandent. Une autre dia de cette capsule numéro 2,
Eh bien, malgré tout le travail qui se fait pour le moment, malgré ce que le pacte met en place, et le pacte met en place un certain nombre de choses qui sont excellentes. Nous, on n'est pas en train de taper sur le pacte et de dire que le pacte, ça ne va pas. On veut y croire au pacte, parce que le pacte essaye de faire un certain nombre de choses, mais il n'arrive pas à s'attaquer au cœur de la machine. Et le cœur de la machine, c'est le quasi-marché. Et le quasi-marché, on a bien peur qu'il reste et qu'il reste le plus fort. Et que les acteurs soient obligés, à contre-cœur ou non, mais bien souvent à contre-cœur, les acteurs sont obligés de jouer le jeu de la compétition scolaire. Alors, le parent qui met son enfant dans une école qui est la meilleure, alors il est toujours un peu mal à l'aise parce qu'il se dit mais pourquoi mon enfant et pas les autres, mais il va quand même le faire, il ne va pas sacrifier son gosse à la démocratisation de notre système. Et donc il est logique, il est légitime que les parents recherchent le meilleur accessible pour leur enfant avec les moyens qui sont les leurs, et évidemment les moyens sont extrêmement inégaux, et les polarisateur vont aussi, eux, tenter de différencier leur offre, d'utiliser toutes les possibilités possibles d'autonomie pour garantir, augmenter, si possible, leur part de marché. Et donc, notre organisation de notre système scolaire reste soumise à cette logique-ci qui est développée dans la capsule 2 et qui veut montrer le fait que cette façon d'organiser l'école entraîne un certain nombre de facteurs qui font que les inégalités se renforcent. Voilà, alors on va passer, oui, donc, une espèce de petite conclusion. Toute régulation politique pour plus d'égalité d'apprentissage, ça reste voué à l'échec tant que l'école reste un espace de compétition. Tant que les écoles sont en compétition entre elles, que les parents sont en compétition entre eux pour la lutte des places dans la société, tant que les parents et les écoles sont aspirés dans cette lutte de place, il sera très difficile d'avoir une véritable régulation politique pour plus d'égalité. Tant que l'échevin de Scarbeck pourra faire sa pub pour son école, on ne sera pas dans un système qui cherche à obtenir plus d'égalité. On est dans un système qui donne plus de liberté, et plus de liberté au plus fort, bien sûr. C'est toujours la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Voilà. Alors, on passe à une autre capsule, capsule B5. Attends, Jacques, oui. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans le chat pendant que tu expliquais tout ça. Oui, je n'ai pas fait attention. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je suis là. Donc, enfin voilà, je pense qu'il y a des choses où les gens se sont répondus entre eux. Oui. Il y a le fait que l'endroit de Scarbeck où cette école s'est implantée n'était pas si mal choisi pour essayer de faire de la mixité, en fait. Oui. Quand on se promène dans le parc Josaphat, juste à côté, il y a de la mixité. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait le bug là? Et puis, il y a quand même une réflexion aussi autour d'autres écoles à pédagogie active de Bruxelles, Marguerite Yourcenar et les écoles plurielles, où la mixité est beaucoup plus présente. Oui. Et donc, c'est pas parce qu'on fait de la pédagogie active qu'on n'est pas dans la mixité. C'est pas, enfin, il y a d'autres aspects. Voilà, je voulais juste merci. Oui, donner donc, la place à ça. Bien sûr, donc il ne s'agit pas de taper sur un échevin ou de taper sur une pédagogie alternative. D'ailleurs, à CG, on défend pas mal les pédagogies actives aussi et les pédagogies alternatives, bien sûr. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. On voulait utiliser ce petit spot pour montrer combien notre système est un système qui se régule par le marché, c'est-à-dire par la rencontre entre une offre et une demande. On n'avait pas plus d'ambition à travers ce petit spot que de montrer ça, sans vouloir donc critiquer la pédagogie qui y est développée, même si Montessori n'est pas la tasse de thé de CG. Voilà, alors on arrive maintenant à une capsule pédagogique, c'est celle sur les rapports au savoir, c'est la B5 sur le rapport au savoir. Alors de nouveau, on vous fait une petite mise en situation aussi. La mise en situation pour cette capsule, c'est on a repris ça, c'est une situation qui a été créée par le GFN, Groupe Français d'Éducation Nouvelle, que disaient mes parents quand je partais à l'école, quand j'avais 8-10 ans, quand j'allais à l'école primaire, et que je quittais la maison, quel était le message qui m'accompagnait quand je partais à l'école? Peut-être que mes parents disaient pas quelque chose d'explicite, souvent ils disent quelque chose d'explicite, parfois c'est implicite,
Mais on sait bien qu'on part à l'école quand on a 8-10 ans, on y part avec un message que nos parents nous adressent. Et donc, on vous demande maintenant d'essayer de repenser, de retourner 10, 20, 30, 40, et dans mon cas encore plus d'années en arrière, et d'essayer de vous rappeler quel était le message parental qui vous accompagnait quand vous partiez à l'école, quand vous alliez vers votre 3e ou 4e primaire. Voilà, on vous laisse réfléchir un petit peu. Il faut que tu me redonnes la main. Oui, on bascule. Arrêtez, voilà. Donc, c'est quoi la question? Elle va réapparaître. Ah. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est de retourner à vos smartphones et autres outils de vote et de taper en tout mot et en toute lettre la phrase ou les quelques mots ou l'injonction avec laquelle vos parents vous envoyaient à l'école le matin. Qu'est-ce qui vous disait quand vous partiez, quand vous passiez le pas de la porte? Ça ne doit pas être trop long, évidemment. Dans le moins de mots possible, puisque ça va faire un florilège. Il faut de nouveau scanner. Attends, comment ça marche déjà ce truc? Normalement, enfin, sauf si vous voulez que je repasse le QR code du début? Oui, je crois qu'on Oui, volontiers. Oui, je veux bien. Voilà. C'est bizarre, moi je n'ai pas de questions qui arrivent sur Outlap alors que j'y suis. Bizarre. Il y a un souci avec Outlap. Oui, pareil. J'ai pas de questions. J'ai pas de questions non plus. Oui, et moi, j'ai pas eu le temps de scanner le QR code. D'accord. Donc, je reviens ici. Je veux afficher ceci. Ça, c'est ce qui annonce. Alors, je voudrais revenir. Ça, c'est ma liste de résultats, mais je voudrais revenir. En fait, il faut cliquer sur l'icône comme pour poser une question. Voilà. Et on répond là alors? Je vois pas de questions. Non. Donc, il n'y a pas de question, mais il y a dans le coin inférieur droit, cliquez sur cette icône pour poser une question. Si vous cliquez dessus, vous pourrez répondre. D'accord. Moi, j'ai plutôt, vous serez prévenu lorsqu'une question sera lancée. D'accord. Et donc, bon, ça, c'est les résultats tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça marche? Ah oui, vous êtes sûr? Ouais, ça vient de fonctionner. Il faut écrire sur le petit truc vert en dessous. Cliquez sur cette icône là pour poser une question. C'est la difficulté de ne pas être de l'autre côté de l'écran en même temps. Je n'ai la main que sur... Mais regarde, ça fonctionne. Hein. Oui, ça marche. Ouais, ça marche très bien. Sandrine, il y a quelqu'un qui dit ce serait plus facile avec le lien collé dans le chat. Juste. Pourquoi Ouais. pour la penser plutôt? Pour la prochaine fois, on y pensera. C'est bien pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Les deux, c'est bien, comme ça on découvre aussi une nouvelle façon. Moi, je ne connaissais pas ceci. Et donc, il y a Yves qui dit que l'adresse a changé. Il faut prendre capsule 2. Merci Yves. Capsule 2. Mhm.
Est-ce que ça porte un nom, cette façon d'agencer les réponses? C'est un nuage de mots. Ah, un nuage de mots, ok. Selon les dispositifs, parfois, ils se mettent aussi verticalement. Ils se mélangent encore plus que ceci. Oui, d'accord. Mais sur cette application-ci, c'est… Et la taille traduit la fréquence. La taille révèle la fréquence d'apparition d'un item. Oui, donc il travaille bien et revenu si vous voulez faire grossir quelque chose, il faut retaper la même idée. Ok. Pour que ça prenne plus de place. Donc, manifestement, il y a plusieurs personnes à qui on a dit travaille bien, plusieurs personnes à qui on a dit sois sage. Les autres interventions étaient plus… Moi, je suis curieux, j'aimerais bien savoir ce que ça signifie, terquise. Tefkir. Ça, c'est moi, mais ça, c'est en arabe, c'est terkiz ou tefkir, me disait mon père tous les matins avant de partir, c'était concentration et réflexion. Ah. Ok, tefkir. Voilà, on va en rester là. Simplement dire en passant que cette mise en situation est une mise en situation extrêmement puissante. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais on voit à travers ces messages-là quel est le rapport à l'école, quel est le rapport au savoir. Enfin, on voit, pas exagérer, mais on a de bonnes indications sur le type de rapport au savoir et de rapport à l'école qui était développé dans les familles. Et évidemment, ici, on a principalement des enseignants, donc on a une certaine homogénéité socioculturelle dans les réponses, et je vais en prendre d'autres et vous verrez que c'est quand même varié. Ceci dit, entre travail bien et n'abîme pas tes chaussures, il y a quand même des différences. Et le n'abîme pas tes chaussures, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, enfin de cet ordre-là, dans les familles populaires, parce que on n'a pas les moyens de se payer de nouvelles chaussures chaque trimestre. Et donc, si on fait des glissades en freinant avec la pointe du pied par derrière, par exemple, comme je faisais quand j'étais gamin, ben, on use la pointe de son soulier et puis il faut le remplacer. Et donc, on voit assez bien l'orientation que peut prendre l'arrivée à l'école pour les enfants. Alors, pour vous donner un peu de diversité, on va rebasculer, si tu veux bien, Sandrine. Oui, pas de souci. Voilà. Alors, on va basculer vers ceci. Majuscule 5, non? Et merde, il ne veut pas. Voilà. En voilà une série d'autres que j'ai reçues comme ça en faisant cette animation en formation continuée ou en formation initiale. Alors, fais bien attention, bonne journée, amuse-toi bien. J'ai eu souvent dans des familles d'origine musulmane, que Dieu te protège, travaille bien, je t'aime, bonne journée, bon courage. Il y avait aussi une fois « Va mon fils, on les aura », etc., etc. Et puis, on a aussi, par exemple, « Pose de bonnes questions ». Et ça, c'est raconté dans un interview d'un prix Nobel de littérature, j'oublie son nom, prix Nobel de littérature, quand il rentrait de l'école, sa grand-mère lui demandait toujours « Est-ce que tu as posé de bonnes questions ?» Alors, quand vous allez à l'école avec le message « Pose de bonnes questions », ce n'est pas la même chose que on part à l'école quand on vous dit « Donne de bonnes réponses ». Donner des bonnes réponses ou poser de bonnes questions, ce n'est pas la même chose. Sois sage, écoute bien madame, ce n'est pas la même chose, etc., etc. Et donc, quel est le message? Est-ce que c'est un message qui demande de la soumission, de bien faire? Et donc, souvent, dans les familles de milieu populaire, on sera de cet ordre-là, c'est-à-dire des injonctions de faire attention, de bien faire, de bien respecter les consignes, de tout faire pour que ça se passe bien, mais de faire, on est dans le faire.
Et on n'est pas dans poser les questions, par exemple. Alors, tout ça est développé dans cette capsule. Il ne m'a pas le temps de la développer maintenant, mais dire que, donc, d'une part, ces messages parentaux donnent un aperçu du rapport au savoir vécu en famille, du rapport au savoir de la famille. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport au savoir? Il y a beaucoup de choses dans le rapport au savoir. Il y a le rapport à la langue, ou aux langues au pluriel, il y a le rapport aux écrans, à la culture écrite, il y a le rapport à l'autorité, au travail, aux connaissances, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait, à l'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend des choses nouvelles. Et évidemment, il y a aussi cette terrible expression de Pierre Bourdieu, l'ajustement des espérances subjectives aux choses objectives. Tout ça, c'est les rapports au savoir, et c'est à partir de ce que l'enfant vit en famille qui va construire du sens à ce qui lui arrive à l'école. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que la flèche rouge, parce que très souvent, on ne considère que ça. On dit les enfants arrivent à l'école avec le rapport au savoir de leur famille et il faut bien qu'ils fassent avec. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a aussi les pratiques enseignantes qui vont permettre à l'enfant de donner du sens à ce qui lui arrive. Et que fait l'enseignant pour aider l'enfant à construire du sens à partir de ce qu'il vit en famille? C'est dans cette articulation-là, c'est dans l'articulation entre les rapports au savoir vécu en famille et les pratiques de l'enseignant, c'est dans cette articulation-là que l'enfant va donner du sens à ce qui lui arrive à l'école. D'où l'importance à la fois de savoir ce qui peut se passer en famille, mais aussi l'importance de ne pas en faire une condamnation. On n'est pas déterminé par ce que nous vivons en famille. Ce que nous vivons en famille, c'est un ensemble de ressources qu'on va mobiliser pour donner du sens à ce qui nous arrive. Et si les pratiques enseignantes mobilisent bien ce qu'il faut, le sens, ça va beaucoup mieux fonctionner. Mais pour ça, il faut que les enseignants soient conscients qu'ils peuvent intervenir dans la construction de sens chez les enfants. Il y a cette attention-là, à cette articulation-là. Alors, c'est quoi les pratiques enseignantes? C'est bien sûr les contenus d'apprentissage en eux-mêmes, c'est le type d'activités qui sont proposées, c'est les consignes de travail, c'est le type d'étayage, c'est aussi le désir de l'enseignant par rapport à l'enfant et par rapport à ce qui se passe en classe. Alors, tout ça est développé dans la capsule. Par exemple, c'est une des dernières capsules une des dernières dires de cette capsule-là. Donc, dans le rapport au savoir des familles de milieu populaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une série de choses qu'il faudrait un peu plus de temps, évidemment, pour développer. L'usage pragmatique de la langue. Donc, on utilise la langue pour des raisons utiles. On s'en sert de manière utile et pas de manière esthétique. Il y a peu de travail sur le code, c'est la communication qui l'emporte, et il y a peu d'usage gratuit de la langue, et peu d'usage gratuit de la langue écrite, peu d'usage de l'écrit. Peu de dispositions de réflexivité engagée. Quand je dis peu d'usage de l'écrit, c'est des choses qui sont citées dans les études, comme laisser un post-it sur le frigo pour rappeler quelque chose, ou utiliser une recette de cuisine pour faire la cuisine, ou avoir un agenda, ou etc. etc. C'est ça les usages de l'écrit. Ou écrire du courrier, écrire un mail, écrire une carte postale, etc. etc. L'usage des écrans, qu'est-ce qu'on fait des écrans dans la famille? Est-ce qu'ils sont partagés, pas partagés? Bien sûr, tout ça, ça s'accompagne dans les familles populaires d'une dévalorisation culturelle et d'une domination symbolique. L'utilisation de l'autorité aussi, quel type d'autorité dans les familles populaires? Est-ce que c'est le même type, le même rapport d'autorité qu'à l'école? Les expériences souvent négatives du travail, les connaissances peu mobilisées dans la vie courante, en tout cas les connaissances scolaires évidemment, et donc les connaissances scolaires valorisées par leur valeur d'échange et pas par leur valeur d'usage, des apprentissages souvent par imitation ou par répétition. C'est avec tout ça que l'enfant vient à l'école. Alors, qu'est-ce que l'enseignant peut faire par rapport à ça? Eh bien sûr qu'il doit surtout travailler la langue des apprentissages. C'est la capsule B4 pour travailler la langue des apprentissages. C'est travailler la double fierté, être fier de ce qu'on est, mais fier de ce qu'on est en train de devenir aussi. Essayer d'éviter le conflit de loyauté. C'est la capsule B2. Pour l'enseignant, il s'agit de faire autorité dans la classe, mais pas autorité au sens autoritaire, mais c'est-à-dire être l'autorité, représenter une certaine autorité, rendre auteur, être soi-même auteur et rendre auteur, vivre des expériences de l'écrit et des écrans positives,
pour modifier le rapport à l'écrit et aux écrans, donner de la saveur au savoir, pour donner de la valeur d'usage et de la valeur intrinsèque au savoir plutôt que de la valeur d'échange, traquer les malentendus, expliciter les apprentissages, et donc il y a une capsule B6 sur les malentendus, sur quels sont les malentendus qui existent dans la classe et comment arriver à essayer d'expliciter les choses pour éviter que les malentendus n'entraînent l'échec. Voilà, j'en arrive tout doucement au bout de ce que je voulais dire, et c'est magnifique parce que ça va permettre des questions-réponses. Voilà, une dernière page de publicité. Je l'ai déjà. J'arrête de partager ou bien je remets peut-être la toute première dia avec le programme. S'il y a des questions sur le contenu de différentes capsules, je reviens ici avec les capsules. Voilà, comme ça il y a toutes les capsules. Et est-ce que tu peux gérer les demandes de parole, Sandrine, si tu veux? Je vais faire pour un mieux. Je ne suis pas sûre que je vois tout, mais allez-y, levez la main par le programme. Là, par le programme, si vous voulez bien, parce que je n'ai certainement pas tout le monde à l'écran. Je ne verrai pas les gens si vous ne vous manifestez pas du côté des participants. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, donc, si vous voulez poser des questions, soit vous prenez la parole sauvagement en ouvrant le micro et en le disant, soit si ça commence à fuser dans tous les sens, vous allez dans les participants et vous allez trouver en dessous de la liste des participants la possibilité de lever une petite main. Il y a une petite main bleue qui va apparaître à côté de votre nom que je vais voir et qui me permettra de vous donner la parole alors. Excusez-moi Jacques et Sandrine, pourquoi est-ce que vous laissez l'écran et qu'on ne peut pas se voir pour les échanges? Je peux couper l'écran, c'était pour que… Oui. Voilà, ça paraît mieux, si on te le demande, tu le remets, mais sinon c'est… Voilà, c'est parfait. Oui. Mais même comme ça, je ne vois pas tout le monde, donc il faut demander. Il y a une demande de parole d'Elisabeth. Elisabeth Henry a levé la main, oui. Eh bien, allons-y, écoutons Elisabeth. Oui, voilà. C'est une question, voilà, c'est pas question, la première question qui me vient. Dans la présentation, vous citiez certaines sources, dans le GDEN ou Mérieux, pardon. Est-ce que c'est, évidemment, c'était le PowerPoint que vous avez, est-ce que ces sources sont mentionnées dans le coffret? Oui, donc vous avez vu dans la première dia que chaque chapitre est accompagné d'une part d'une intro qui explique le contenu, le diapo lui-même, les pistes pédagogiques, et je vous ai montré les mises en situation, mais également une série de ressources. Et je vois Amina qui a travaillé à ces ressources. Et donc, toutes ces sources apparaissent comme des ressources et les ressources sont cliquables. C'est-à-dire que vous avez une liste de ressources pour chaque capsule. Il y a de tout, des articles, des dessins, des trucs humoristiques, des dessins de presse, des articles sérieux, des articles de grande presse ou des articles spécialisés, etc. Et tout ça est cliquable et donc vous arrivez aux sources au fur et à mesure que vous le souhaitez. Ça va, merci. Tu veux en dire plus, Amina? Bonsoir. Non, je pense que tu as bien expliqué. Ouais, l'idée, c'est que sur base du contenu des capsules donc, qui sont explicitées par Jacques et parfois par d'autres, il y a toute une série de ressources donc de formes multiples. Ça peut être des illustrations, ça peut être une vidéo, ça peut être… et parfois des propositions d'exploitation aussi de ces ressources. Et donc, l'idée, c'est si on est enseignant haute école ou qu'on veut sensibiliser des enseignants en formation continue, de pouvoir utiliser ces ressources de tout type pour traiter les thématiques qui sont discutées dans la capsule, quoi. Votre micro est désactivé, par contre, Elisabeth. Et donc, je vais être peut-être plus précise. Donc, c'est super qu'on ait une bibliographie avec toutes les ressources comme ça qu'on peut utiliser. Mais moi, je parlais de, par exemple, comme cette notion d'ajustement des espérances subjectives aux chances objectives. Voilà,
vous avez dit tout à l'heure que c'était Mérieux. Ben, est-ce que dans le coffret, on sait que ce concept-là vient de Mérieux? Je veux dire, le référencement spécifique, comme la démarche, qu'est-ce que tes parents disaient quand tu partais à l'école? C'est juste une question, voilà, ce n'est pas, c'est une question que j'ai. Oui, donc dans le diapo pas, hein, donc dans le diapo, sinon ce serait beaucoup trop lourd, c'est difficile. C'était ma question. Donc ça ne s'y trouve pas, donc il faut chercher alors dans les ressources. D'accord, ça va, merci. Il y avait Anne qui levait la main. Mais j'avais envie de partager quelque chose qui est plutôt, donc qui est en lien avec ce que vous venez de présenter, mais qui est, voilà, qui est une interpellation à mon niveau. Quand on voit, donc je comprends très bien que ce qui cause les inégalités scolaires sont quand même des facteurs très, très, très complexes et que c'est un ensemble de facteurs qui jouent sur ces mécanismes. Alors moi, j'ai un parcours je ne suis pas enseignante à la base, donc j'ai refait un CAP il y a une quinzaine d'années et je n'ai jamais abordé tous les sujets dont on parle ici et pourtant je me suis retrouvée dans le qualifiant. Et dans le qualifiant, alors qu'on rame quelque chose de pas possible avec des publics très, très hétérogènes, eh bien, c'est parce que je me sentais tellement seule par rapport à tous ces problèmes que j'ai, l'été dernier, fouillé les sites et que je suis tombée sur le CG, que je connaissais absolument pas. Et puis, je me suis rendu compte que vous proposiez des pistes qui sont ultra intéressantes et dont l'école n'a jamais parlé. Et je me dis, mais mon Dieu, je trouve que l'ampleur de la tâche est immense, parce que quand je vois tout ce qu'il faudrait maîtriser pour relever le défi, c'est extrêmement vaste. Et ce ne sont pas les 2 jours de formation continue par an qui vont nous aider à nous former. C'est absolument pas, c'est beaucoup trop peu. Et voilà, et donc je trouve ça génial tout ce que vous proposez, mais je trouve que c'est tellement, la tâche est tellement ardue que je ne sais même pas par où il faut commencer. Et l'école ne nous a même pas aiguillés sur votre piste, alors que je trouve que vos écrits sont vraiment, très, très porteurs. Voilà, c'est une interpellation, donc c'est pas une question. La seule question que je me pose, c'est j'ai parlé de vous à mon équipe et à ma direction. Et les collègues sont demandeurs, mais on ne sait absolument pas par où commencer. Voilà. Merci. Et donc, il y a une demande de parole de Nada aussi. Moi, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, Anne. En fait, vu que le chantier est tellement énorme et que les sources d'iniquité sont tellement nombreuses et entrelacées, est-ce qu'il y a certaines capsules, on va dire, qui pour vous sont... si on a envie d'avancer, quels seraient les premiers chantiers à aborder, selon vous? Est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires ou plus accessibles que d'autres? Et donc, c'est une question sur laquelle on a planché, on n'a pas trouvé de réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un ordre à suivre dans les capsules, hein? Est-ce qu'il faut commencer par celle-là ou plutôt par celle-là? Voilà, on n'y est pas arrivé. Hein? On n'est pas arrivé à définir un ordre. On s'est dit, ben voilà, c'est à chacun à se faire son petit programme et il est possible d'entrer à la limite par n'importe quelle capsule, de commencer par n'importe quelle capsule. Et alors, c'est difficile de dire. Par exemple, voilà, quelqu'un qui se pose des questions strictement pédagogiques, ben, peut-être qu'il peut commencer par la capsule, je crois que c'est la B2 sur l'école est-elle injuste avec les pauvres, sur la B3, l'école est-elle injuste avec les pauvres, enfin vous la retrouverez facilement, parce que là on est dans la relation pédagogique. Hein. Donc on pourrait dire, tiens, je vais commencer par la relation pédagogique, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée. Ou bien je commence par les rapports au savoir, c'est une porte d'entrée un peu plus exigeante, un peu plus difficile. Ou bien je commence par une capsule politique avec les injonctions paradoxales. Parce que ça va me donner de la liberté. Hein, parce que je me rends compte que tout d'un coup, on me demande de faire tout le temps une chose et son contraire. Et c'est compliqué de faire une chose et son contraire. Donc ça fait du bien d'aller se rendre compte que dans cette capsule, on comprend mieux
qu'on a des choix à faire en tant qu'enseignant, qu'on n'est pas obligé d'être soumis à des injonctions paradoxales. Donc voilà, j'ai pas de réponse type. Bon, c'est à chacun faire son marché, voilà. Ouais. Je souhaite intervenir par rapport à ce que vous dites. Ça m'intéresse parce que je suis CSA, donc j'accompagne les écoles pour l'élaboration du plan de pilotage. Et je voulais dire justement par rapport à l'élaboration du diagnostic où ils doivent analyser les indicateurs fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Bien, en fonction de l'école, de ses besoins, etc., ben, elle commencera par telle ou telle chose. Donc, je trouve que ce moment qui est le plan de pilotage dans une école peut permettre justement à cette réflexion. Et je suis heureuse d'entendre des personnes comme Anne qui prennent conscience que vous existez et que c'est vraiment très intéressant de s'ouvrir à tout ce qui existe aujourd'hui et d'écouter, de partager comme on l'a fait ici lors de cette conférence. Je trouve que c'est très riche. Oui, ça me fait penser qu'on a uniquement ici les facteurs politiques et pédagogiques. Donc, il n'y a rien sur la didactique ici. Hein. Il y a encore toute la didactique des disciplines. Donc, apprendre les nombres à des enfants de 3, 4, 5 ans, comment on fait, quoi, hein? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le nombre avec les enfants? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la lecture avec les enfants, etc., etc. Hein? Donc, il y a toutes les didactiques disciplinaires. Dans ce coffret, il n'y a rien sur les didactiques disciplinaires. Il y a encore tout ça en plus. Une chose à la fois. Hein. Oui, bien sûr. Je me permets d'intervenir et peut-être de donner la parole à Fred pour qu'elle raconte un petit peu ce qu'il pourrait y avoir dans la capsule C. Puisqu'il y a des gens qui posent des questions par rapport à ça. Alors, à Fred et à Amina, puisqu'Amina fait partie de la partie. Donc, on a démarré avec l'interpellation de Jacques sur la question des familles en situation de grande pauvreté. Que peut l'école par rapport à la pauvreté des familles, qui met quand même les enfants dans une situation très, très particulière, très difficile. Et on est en train de l'élargir à la question des relations famille-école, avec évidemment plein de questions. Est-ce que ces relations, elles sont nécessaires? Jusqu'où? Pourquoi? Comment faire pour que les parents n'envahissent pas l'école? Parce que la pédagogie, c'est pas leur question, mais en même temps, voilà, c'est important que l'enfant ne vive pas que sa famille est disqualifiée, dévalorisée par l'école et que la rupture soit la moins difficile possible, la moins forte possible. Et donc, effectivement, ce que Jacques nous a proposé, c'est de prendre en charge cette capsule, donc au niveau de Amina comme prof et chercheuse, et au niveau de la coalition des parents de milieu populaire et des organisations qui les soutiennent, parce que CGE est un des membres de cette coalition. Et donc, cette coalition a toute une réflexion sur, voilà, pour faire changer le système scolaire, l'importance que les parents de milieu populaire se fassent entendre aussi. Qu'il n'y ait pas que les parents favorisés, finalement, qui dictent leur feuille de route à l'école, parce que eux, ils en ont une et c'est tout à fait respectable, comme le disait Jacques, mais ils en ont une et ils se font entendre. Mais aujourd'hui, l'école, elle est douloureuse, elle est difficile et elle est souvent une mauvaise histoire pour des enfants de milieu populaire. Et donc, les parents, ils ont quand même un vécu de ça et on travaille ensemble au niveau de la coalition à ce qu'ils aient une compréhension de ça et à ce qu'eux aussi s'expriment sur qu'est-ce qu'ils veulent de l'école et comment ils peuvent contribuer à la faire changer par rapport au programme que le pacte s'est fixé. Et donc voilà, cette capsule-là, elle va essayer d'explorer tout ça. Mais on est déjà à se dire que c'est beaucoup trop et que ce ne sera pas une capsule qu'il faudra, mais 2 probablement. Une pour parler de tout ce que la coalition, qui c'est la coalition, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut avoir peur des parents de milieu populaire qui interpellent l'école sur ce qui ne va pas ou pas? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Et puis l'autre qui est vraiment essayer d'explorer systématiquement la question des relations école-famille. Qu'est-ce qui est en jeu? Et on repart notamment de cette citation vraiment intéressante de Fernand Houry qui disait avec les parents, l'école peut tout. Sans les parents, l'école peut beaucoup. Contre les parents, l'école ne peut rien. Voilà. Et aussi dans cette capsule, il y aura certainement la question de la dignité. Oui, tout à fait. Et donc,
comment est-ce que l'école peut faire dignité pour les familles de grande pauvreté. Comment leur permettre de faire dignité collectivement à travers la coalition. Quand on agit ensemble, on se redonne de la dignité, mais aussi tout bêtement dans l'accueil par l'école de ces familles, comment les accueillir dignement, avec dignité. Comment maintenir sa place d'enseignant et pas vouloir aider à tout prix, pas vouloir jouer à l'assistant social alors qu'on est enseignant. Et que quand on aide, ben, il y a un aidant et un aidé, et que ça ne fait pas dignité, etc. Voilà, tout ça dans ces 2 dernières capsules. Anne-Sophie a levé la main. Oui, mais Jean-Michel Brognier demandait la parole aussi. Vas-y. Donc, oui. Pardon? On m'entend? Oui. Oui, ok. Donc, bravo et félicitations pour ce très beau boulot, hein. Donc, je pense que c'est vraiment un outil très précieux et une série de ressources pour la formation initiale et la formation continuée. Donc, ma question, effectivement, il faut commencer par là, hein, Jacques, et tous les membres de la CG. Je pense que ça donne du sens. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? À quoi ça sert l'école? Comment est-ce qu'on en fait un instrument d'émancipation démocratique? Les didactiques, elles viennent après. Donc, effectivement, elles prendront sens par rapport à ça. Et j'imagine que vous allez y travailler. Ma question, c'est quelles sont les modalités d'utilisation qu'on peut en faire en formation initiale, etc. Donc, je pense que vous avez choisi le format du coffret. Pourquoi ne pas avoir choisi le format d'un site en ligne, hein? Donc, je pense, par exemple, vous dites, tiens, bah oui, on s'intéresse à telle et telle problématique, etc. Quand on a des étudiants qui sont en apprentissage, je veux dire, autonome, c'est intéressant de dire, OK, ils parcourent sur un site en ligne l'une ou l'autre capsule, enfin, etc. Est-ce qu'on peut le mettre, ce coffret, en ligne sur un Moodle de la haute école ou pas, enfin, etc. Donc, ça, c'est des questions un peu pratiques. Ouais. Et voilà, un peu, bon, tu vois. Oui. Donc, par rapport à ça, il y a deux explications. Première explication, c'est une explication pratique. C'est notre anniversaire, les 50 ans, on voulait faire un bel objet. Et donc, un bel objet en ligne, c'est pas la même chose qu'un bel objet qu'on peut offrir, qu'on peut avoir dans la main, etc. Donc, c'était l'idée d'avoir un beau coffret. C'est pour ça que c'est un coffret. La première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut le mettre en ligne et demander aux étudiants de visionner ça seul? Oui, sans doute, mais ce ne serait pas pour nous l'utilisation qu'on recommanderait, même si elle est tout à fait possible. On a conçu les diapos comme extrêmement, comment dire, modulable par le formateur qui l'utilise. Donc, il peut s'arrêter dans le diapo avec le son et tout, il s'arrête quand il veut. Il met ses étudiants au travail à partir de n'importe quel dia. Et donc, à partir de tel dia, il peut rebondir sur telle ou telle ressource qui se trouve, sur lesquelles on peut cliquer également. Donc, on a voulu faire un outil à la disposition du formateur, de façon à ce que le formateur puisse construire une séquence de formation à partir de mise en situation, des ressources, du diaporama, etc. Et de lui-même utiliser et de cliquer au moment où il le veut et de mettre ses étudiants au travail au moment où il le veut, comme il le veut. Voilà. C'est ça, pour nous, l'utilisation la plus intéressante. C'est un formateur, soit en formation initiale, soit en formation continuée, qui se saisit du coffret et qui se dit, ben voilà, moi je vais construire une séquence de cours sur, je dis n'importe quoi, les malentendus scolaires. Eh bien, voilà, il va pouvoir construire sa séquence comme il le souhaite, en commençant par telle ressource, ou en commençant par tel dia, ou en repassant de la dia, etc., etc. Donc, on essaie que l'utilisation soit la plus souple possible. D'accord, je comprends mieux, oui. Ça va, merci Jacques. Anne-Sophie qui demandait la parole aussi. Oui, en fait, moi je voulais juste déjà vous remercier parce que c'est un outil qui va être précieux, mais c'était aussi souligner le fait que les modes de présentation en visio rendent l'information accessible. Pour moi, par exemple, qui vis en province de Luxembourg, et voilà, bon, pour nous, souvent, l'accès à la formation continue en général est difficile. Et le fait que, voilà, que ce soit organisé en visio, ben,
c'est vraiment intéressant, ça rend les choses accessibles. Et j'espère que pour la suite, pour l'après-Covid, c'est des pistes qui continueront à être exploitées. Voilà. Fred, tu veux répondre? On va pouvoir s'embrasser un peu. Donc, je voulais juste donner une information, Sandrine, parce qu'il y a une série de questions sur comment est-ce que là où les dernières capsules sur les relations école-famille, la question de la dignité des familles en situation de grande pauvreté va être rendue accessible. Et donc, la réponse, c'est évidemment gratuit, ça fait partie du coffret. Et c'est un lien, on vous enverra l'information puisqu'on a vos adresses mail pour tous ceux qui ont commandé le coffret. Et donc, l'information vous arrivera et vous sera rendue disponible de façon électronique. Il y avait Sophie qui demandait la parole, Sophie Caviglioli. J'ai pas vu. Pardon, c'était une erreur de manipulation. J'ai rebaissé la main aussi vite. Pardon. J'ai répondu dans le chat, en fait, pour la question des plans de pilotage. Je pense que c'est vraiment une opportunité, un outil formidable pour se mettre en chantier. Vincent Stas demande la parole. Ah, et Anne demande aussi, mais pas dans la même file. Donc, on écoute Vincent et puis on reviendra chez Anne. Eh ben, justement, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et c'était justement par rapport au pacte d'excellence. Est-ce que, en tant qu'enseignant dans le plan de pilotage qu'on nous demande dans notre école, est-ce qu'on a un véritable pouvoir de décision? Dans le sens où j'ai des collègues qui me demandent de participer au plan de pilotage et de devenir acteur du plan de pilotage. Mais étant donné que je ne suis pas nommé et que il y a énormément de freins dans l'école, je me pose la question de ma place et de l'utilité. Et du coup, avec cet outil-là, est-ce qu'on pourrait vraiment faire bouger les choses ou en tout cas poser des questions pertinentes qui viendraient à redistribuer les cartes à l'intérieur de l'école sans faire attention à ce qu'il y a en dehors de l'école, j'ai un problème, juste dans l'école même? Voilà, il y a Fatima qui accompagne les écoles pour ça, justement, qui veut proposer une réponse. Oui, moi je voulais dire que tout le monde a le droit de faire partie de l'équipe plan de pilotage, évidemment, que l'enseignant ne soit pas nommé, ça n'a pas de, je veux dire, ce n'est pas un frein, tout le monde est tout à fait, c'est juste voir avec la direction comment elle souhaite réaliser cette équipe plan de pilotage, est-ce que c'est un vote ou pas, donc ça il faut en parler avec la direction. Et je pense que c'est très riche qu'il y ait des personnes qui s'intéressent justement aux inégalités, à tous les problèmes qu'on peut avoir dans l'enseignement. Et oui, on peut avoir certains pouvoirs de décision. Par exemple, nous, dans une école où il y avait un problème de turnover important au niveau des enseignants, eh bien, le pouvoir organisateur en a pris conscience et a décidé d'être attentif à ça, justement pour ces jeunes qui changent chaque année et qui restent qu'un an, même pas dans une école. C'était compliqué pour eux de s'investir. Et pour un jeune qui arrive dans une école, s'investir dans un plan pilotage, ça peut être intéressant aussi pour lui parce qu'il va apprendre énormément de choses justement sur son école et puis après sur le système éducatif de la Fédération Bruxelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est vrai que ça me motive à le faire, à m'impliquer dans mon école. C'est toujours la même question, c'est combien de temps on y sera et quel est ce qui m'embêterait, ce serait de parler contre le vent ou de finalement être silencié par l'organisation dans laquelle je suis qui ne voudrait aller que dans son sens et ne faire une équipe qui ne soit que à l'écoute du préfet et pas du tout contre lui. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, je pense pas, mais Si, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est vrai qu'ici, dans le plan de pilotage, ce qui est très, très important, que ce soit un travail collaboratif. Donc, ce n'est pas le préfet qui décide de faire tel plan de pilotage. En tout cas, c'est ce qui est vraiment demandé par le pouvoir régulateur, par les délégués au contrat d'objectifs et les délégués de zone. Donc, c'est vraiment très important de travailler ensemble et c'est ça la richesse du plan de pilotage. Et je pense
en tout cas, dans la plupart des écoles que nous suivons, ça se passe comme ça, c'est très intéressant. Et non, c'est pas du vent parce qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans les écoles et les équipes sont plutôt positives. Je n'ai pas dit que c'était toujours facile, mais franchement, c'est très intéressant. Il y a Anne qui demandait encore la parole. Oui, moi je voulais simplement demander de refermer les micros quand on ne parle plus parce qu'il y a des parasites qui… Merci. On entend la TV par derrière, oui. Merci beaucoup. Moi, je voulais d'abord dire que j'étais très contente que ce soit un coffret et que ce soit quelque chose de palpable. C'est affectivement, ça fait du bien, du carton qui est beau, c'est joli, c'est structuré, c'est agréable et honnêtement… enfin, c'est peut-être mon âge qui fait ça, j'en sais rien, mais les ressources en ligne qui pleuvent de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui sont des ressources ben voilà, où il faut, voilà, où on doit passer par le web sans arrêt, je commence à faire une overdose, donc c'est vraiment très chouette. Et ma question, c'était une fois qu'on aura mis en route tout ça, donc on va commencer à voir les capsules, à essayer de les aborder, etc. Je vais essayer de faire ça en équipe. Est-ce qu'il y a un moment donné où on peut revenir est-ce qu'il y a un moment prévu parce qu'il va y avoir mille et une questions? Est-ce qu'on peut réaborder les choses pour affiner notre compréhension de ces capsules, etc. à un moment donné? Est-ce quelque chose de prévu ou est-ce que ce n'est pas du tout prévu dans le processus? C'est Sandrine qui doit répondre. C'est elle qui est responsable du secteur formation CGE. Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas prévu en soi. Mais ce sont des questions qu'on travaille de mille et une manières dans les formations, dans les rencontres pédagogiques d'été, et on conçoit des dispositifs à partir de ça pour aller dans les écoles. Donc, s'il y a une école qui dit « Ah, mais nous, telle capsule, ça nous interpelle, on voudrait vraiment se mettre au travail » ou telle question, mais on réfléchit avec la personne qui demande et on voit ce qu'on peut proposer comme dispositif qui permettent quelque chose qui est de l'ordre de la formation, mais qui est quand même vraiment pensé dans le sens d'accompagner une équipe à évoluer, quoi, hein. On n'est pas là pour arriver avec notre vérité qui est bonne, qui n'est que la seule bonne à entendre. C'est vraiment où en est l'équipe, où est-ce qu'elle veut aller et comment on peut aider à y arriver. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, je pense à Vincent qui parlait tout à l'heure et qui avait l'air quand même un peu perdu dans… c'est qu'on a aussi des groupes de travail, groupes d'analyse de pratique pour les enseignants, qui sont vraiment des moments de rencontre entre enseignants d'écoles différentes pour mettre au travail des situations difficiles et où on analyse entre pairs une situation, on essaye de tirer des fils pour… donc, c'est vraiment le leitmotiv de CGE, c'est ne pas rester seul. Il y a vraiment beaucoup d'enseignants qui sont pleins de bonnes intentions et pleins de bonne volonté, mais perdus dans leur école et ne trouvant pas les liens qui leur permettent d'avancer. Venez à CGE, on essaye de vous mettre en lien avec d'autres, et si on ne trouve pas, on trouve des façons de fédérer quand même votre énergie sur des projets qui aient du sens dans votre histoire d'enseignement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore que je n'ai pas vu passer. J'en prends bonne note, merci. Didier? Oui, enfin, je ne sais pas activer la main, moi je n'arrive pas. Bon, voilà. Tu as dit dans ta présentation que les syndicats contribuaient un peu à… Je suis investi syndicalement, et donc que les syndicats contribuaient un peu à faire à ce que la situation stagne. Et enfin, je suis d'accord et pas toujours d'accord non plus, parce qu'on parle beaucoup, moi je suis à la CSC, pour le moment on parle beaucoup de la mixité sociale, mais là où je te rejoins, c'est que les syndicats, ils veulent jamais se positionner par rapport à la pédagogie. Et donc, on a beau mettre toutes les mesures en place, si à un moment donné, on ne sait pas dire, mais cette pédagogie-là, elle ne nous mènera jamais vers la mixité sociale, on est bloqué. Mais je ne sais pas si toi, de ton côté, je crois que tu es chez les Rouges, je pense. Oui. Et est-ce que tu as ce frein-là? Par exemple, chaque fois qu'on évoque les pédagogies nouvelles ou les « Ah, mais ça coûte cher » ou alors c'est des écoles qui coûtent cher parce que c'est des projets comme tu l'as présenté tout à l'heure dans ta capsule. Et donc, on les met un peu de côté, quoi.
Et donc, j'ai l'impression qu'on essaye de faire passer aux membres qu'on va arriver à faire la mixité sociale tout en ne changeant pas du tout la pédagogie. Je ne sais pas comment toi tu vis ça de ton côté. Mais je faisais partie d'un syndicat un peu particulier. Hein. Je faisais partie du CEL, donc syndicat d'enseignement libre, affilié FGTB. Et donc, un des soucis pour moi de la distribution du pouvoir dans le système scolaire en Belgique, c'est qu'il reste très pilarisé. C'est-à-dire que la CGSP, enseignement, reste hyper majoritaire dans le réseau officiel et la CSC reste hyper majoritaire dans le réseau catholique. Donc, il y a des alliances là qui se font entre patrons et travailleurs qui sont parfois un peu contre nature, enfin, de mon point de vue. Et le CEL est un peu un des rares syndicats d'enseignants à faire le contraire, c'est-à-dire à syndiquer de l'autre côté, quoi, hein, un peu comme la CSC qui syndique du côté de l'enseignement officiel, hein, mais ce n'est quand même pas la même histoire. Enfin, bon, peu importe, les syndicats ne sont pas là, en effet, pour moi, pour s'occuper de pédagogie. Ce sont des organes de défense des travailleurs, et donc elles font leur job dans ce sens-là aussi. Pour moi, ce qui me tracasse plus, c'est l'articulation entre pouvoir organisateur, entre employeurs et travailleurs d'une part, et d'autre part, entre piliers laïcs et piliers catholiques. C'est ce double clivage qui pose problème. Parce qu'avec ce double clivage, il y en a toujours un qui peut bloquer l'évolution. Alors, il n'y en a pas un qui est mauvais et les autres qui sont bons, hein, mais l'articulation de l'ensemble fait que le système se bloque assez fort. D'où l'intérêt du pacte, qui, contrairement à ce que certains syndicalistes disent justement, est un vrai pacte. Pour moi, c'est un vrai pacte, puisqu'on a mis les associations de parents, les syndicats d'enseignants, tous les syndicats d'enseignants, les PO, tous les PO, on les a tous mis autour de la table et on a dit, est-ce que vous êtes content du système? Ben non, on n'est pas content du système. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait ensemble alors pour que ça aille mieux? Donc c'est un vrai pacte, hein. Mais chacun a des intérêts qu'il défend. Et bon, voilà, l'évolution est lente. Mais bon, ça, Fred, tu peux peut-être réagir plus pertinemment que moi sur cette question. Je ne suis pas sûre que ce soit plus pertinent. Ce que je peux dire, c'est que on a le sentiment que le système scolaire tel qu'il est organisé en Belgique, il est vaste et il est très libéralisé. Et donc, l'État, le pouvoir, enfin, la ministre, comme le disait Jacques tout à l'heure, a très peu de pouvoir. Et donc, il y a du coup, et les enseignants ont le sentiment, mais ils sont extrêmement nombreux, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas directement pris dans le pacte, qu'ils ne sont pas directement interlocuteurs du pacte, qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Mais dans notre système tel qu'il est fait, la responsabilité de réfléchir à ce qui se passe dans les écoles et de le relayer vers le haut, de créer de l'interlocution, c'est les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, c'est les PO, c'est les réseaux et c'est les syndicats. Et donc, pour nous, ils ont un rôle essentiel à jouer, non seulement dans la protection évidemment des travailleurs, hein, on le voit avec la question maintenant du décret évaluation, la question de l'évaluation et du contrôle, bah, c'est vraiment une question sur laquelle il faut prémunir, protéger les enseignants pour qu'on ne leur demande pas de mauvais comptes et qu'on ne les coince pas. Mais en même temps, par rapport aux défis, par rapport à tous les changements qui vont devoir survenir, il faut que les syndicats soutiennent ça. Et la discussion difficile qu'on a avec les syndicats, par exemple, actuellement, de façon très respectueuse, hein, on chemine beaucoup ensemble, mais c'est que nous, on pense que même si c'est le système qu'il faut changer, indépendamment de tous les changements structurels et de systèmes qu'il faut effectuer, les enseignants ont une marge de manœuvre individuelle, ont une responsabilité, un pouvoir individuel dans leur positionnement, dans leur posture, dans leur réflexivité. Et c'est une question pas évidente pour les syndicats. Ils ont tendance à dire non, c'est pas vers les enseignants qu'il faut renvoyer ça, c'est vers le système. Alors oui, évidemment, c'est vers le système d'abord,
mais il y a aussi à aider et à soutenir les enseignants dans la mobilisation de leur pouvoir d'action dans ce système. Parce que si on ne s'en saisit pas, chacun à notre portée, le système ne changera pas. Ça, c'est très clair. Et quand on voit tous les ratés des réformes du système scolaire belge, francophone, ben, c'est tout à fait clair que il suffira pas de changement de structure par le haut. Il faut vraiment que toute une série de choses se passent en même temps. Et donc voilà, c'est ça le défi et la discussion difficile, mais enfin, en même temps, c'est évident que c'est pas simple. Tous les défis pour les syndicats, c'est pas une mince affaire non plus. Mais voilà ce que je pouvais dire de plus. Mais en laissant le choix de la pédagogie au PO, le pacte d'excellence, il est ça. Est-ce qu'on n'est pas coincé, nous? Si le PO décide d'une pédagogie, comment voulez-vous qu'on la change de la base? Mais en principe, le PO n'a pas à décider de la pédagogie. Donc, mais de nouveau, il faut retourner au texte du pacte, hein, et à chaque fois, on se demande de quel côté la tartine va tomber. Hein. Dans le pacte, dans l'avis numéro 3, il est dit très clairement, à plusieurs reprises, que la liberté pédagogique doit être laissée à l'enseignant parce qu'elle est garante du plaisir d'enseigner, du plaisir du travail de l'enseignant, et elle est garante aussi de la qualité pédagogique. Et que c'est seulement si l'enseignant peut choisir sa pédagogie et développer et chercher, etc., et avancer, qu'il aura du plaisir à enseigner, du plaisir à travailler, et que son travail sera efficace. C'est clairement dit dans l'avis numéro 3 à certains endroits. Et puis à d'autres endroits, ils viennent alors avec des injonctions qui ne sont pas les mêmes, qui sont des outils pédagogiques qui seraient plus proposés, imposés de l'extérieur. Mais donc, on peut quand même s'appuyer sur les textes de cet avis numéro 3 et de dire, voilà, dans l'avis numéro 3, on insiste sur l'autonomie pédagogique de l'enseignant. Bah, c'est là que je peux intervenir. Il y a Jean-Michel qui voudrait intervenir. Oui, voilà. Donc, au niveau du pacte, hein, donc on a une tension entre est-ce qu'on défend l'institution école ou est-ce qu'on défend l'organisation, le système. Et moi, je pense que aussi bien les syndicats, ceci dit, je suis syndicat aussi, hein, les syndicats, mais surtout les PO, hein, pour le moment, ils sont en train de défendre leur organisation, c'est-à-dire leur territoire, leur pouvoir, enfin, etc. Et je regrette, le CEGEC, c'est un État dans l'État. Et donc, c'est ça le problème. C'est que, bon, le pacte, hein, il n'a pas touché, on aurait pu avoir tout mouvement de réflexion sur, par exemple, d'abord, hein, tu dis le système de marché, la concurrence entre les réseaux. On aurait pu quand même mettre sur la table, est-ce qu'on doit encore maintenir des réseaux d'enseignement? Est-ce que ces écoles doivent se faire concurrence, enfin, etc. Et tout le système de décision. Enfin, et ça, on n'y a pas touché parce que je pense que les réseaux qui sont en état dans l'État ont dit, nous, on veut bien se mettre autour de la table pour le pacte, mais surtout, ça, hein, on n'en parle pas, on n'y touche pas. Et là, voilà, et on a toute une série de freins. Et bon, effectivement, ben, tout ce qui est programme, les programmes vont encore tomber sur la tête des profs sans qu'ils y aient participé. Et ça, c'est grave, je trouve. C'est extrêmement grave. Voilà. Voilà, on arrive tout doucement au bout des 2 heures programmées. Il y a encore place pour une prise de parole. Qui veut avoir le dernier mot? Il ne faut pas rester sur ma note pessimiste, hein, donc je suis un optimiste réaliste, mais bon, ou un réaliste optimiste, mais bon, il ne faut pas rester sur cette note pessimiste. Oui, Stéphanie aura le dernier mot. Vas-y, Stéphanie. Merci. En fait, je pense que, enfin, syndicalement, mais de façon plus générale, ce qui a essayé d'être défendu, c'est l'idée que les référentiels devaient être imposés parce que ce sont des choix de société et que la mise en œuvre, le comment, c'était là tout le travail et
la profession d'enseigner, en fait. Donc la liberté pédagogique, elle est là. Alors, on l'a vu avec le référentiel du maternel, qui est quand même très détaillé, qui pourrait presque, ou qui pourrait peut-être réellement se passer de programme, mais les réseaux tiennent absolument à faire un programme et donc effectivement à brider la liberté pédagogique. Voilà, c'était le dernier mot de Stéphanie. Je vous salue tous, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon apéro, un très bon souper, tout ce que vous voulez. Un grand merci d'être venu en tout cas. Un grand merci à tous. Merci à tous, oui. Merci pour votre. Il y en a qui dînent déjà là. Chez Céline, on est déjà à table. Salut Céline, salut tout le monde. Merci. Merci.